Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Antoine Delaporte, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre chronique régulière consacrée à l'Espagne, profitant évidemment de ton expertise sur le sujet, sur l'Espagne et sa vie politique notamment. Alors pourquoi ce rendez-vous ? Parce que suite à la dissolution du Parlement régional, des élections anticipées ont été organisées dimanche dernier, le 13, en Castille et Léon. Je le prononce à la française. Et peux-tu nous donner les raisons de cette dissolution, nous parler de la composition de l'Assemblée régionale sortante et les enjeux régionaux du scrutin avant d'aborder proprement les résultats dans une question suivante ? Bien sûr, d'abord bonjour Alexandre. Alors en effet, donc le 13 février ont eu lieu des élections régionales en Castille et Léon, à l'espagnol pour le coup. Alors la raison invoquée pour cette dissolution annoncée par le président Alfonso Fernández Mañueco, qui est du Parti populaire et dont c'était le premier mandat à la tête de ce qu'on appelle la junte de Castille et Léon, ça s'appelle comme ça le gouvernement régional, c'est officiellement qu'il craignait une motion de censure à son encontre, négociée entre le Parti socialiste, son allié Ciudadanos, qui était donc au gouvernement avec lui, et un petit parti local qui s'appelle Pour Ávila, qui est strictement circonscrit à la province d'Ávila, dont la capitale porte le même nom, Ávila toujours. Et en fait, Pour Ávila est une scission du Parti populaire. C'est un ancien député qui n'avait pas été réinvesti par le parti, et donc il avait créé son propre parti pour continuer à percevoir les prébendes électorales, et ça a plutôt bien fonctionné pour lui. La particularité, donc ça, c'est l'argumentation officielle. La réalité, et je n'utiliserai pas le conditionnel parce qu'en fait, on le sait, c'est que c'est absolument faux. L'ancien vice-président de la région et responsable de Ciudadanos, Francisco Irrea, quand il a entendu ça, il a publié sur Internet des mails, des WhatsApp, etc., tous les échanges qu'il a pu avoir pour prouver que s'il négociait effectivement avec Pour Ávila, c'était simplement pour faire adopter le projet de loi de finances pour l'année 2022, parce que voilà, il y avait en fait le gouvernement n'avait plus de majorité absolue, donc l'Assemblée sortante, il y avait sur 81 députés, 35 socialistes, qui étaient donc la première force politique depuis les élections de 2019. Il faut savoir que c'était la première fois depuis 1983 et les premières élections régionales post-franquistes que le PSOE était en tête. La Castille et Léon, c'est un bastion historique du Parti populaire. Il faut même savoir que c'est Enrique Juliana de la Vanguardia qui le raconte très bien. La Castille et Léon, en fait, c'est une invention absolue, c'est-à-dire que c'est la fusion de deux régions, ce qu'on appelle la Vieille Castille, autour de Valladolid, de Burgos, etc., et le pays de Léon, autour de la ville de Léon, qui étaient deux territoires assez distincts, parce que la Vieille Castille est plutôt un territoire rural et agricole, là où le pays de Léon était quand même plutôt un territoire à domination ouvrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la transition démocratique, le parti de centre-droit au pouvoir, sous les premières années de la transition, a artificiellement créé cette région pour en fait en faire un bastion du centre-droit et en faire une région où le centre-droit serait toujours majoritaire et aurait toujours en fait une part du pouvoir dans une Espagne décentralisée. Donc un parti socialiste, première force politique, juste derrière le Parti populaire qui avait gouverné la région depuis 1987 et qui avait détenu la majorité absolue au Parlement entre 91 et 2015. Donc on est vraiment avec des fois plus de 50% des voix aux élections régionales. Donc on était vraiment sur un parti qui était très ancré dans cette région et qui a commencé à reculer à partir de 2015, encore plus fort en 2019 puisqu'il est devenu deuxième. Ensuite, donc 29 députés, Ciudadanos 12 députés, donc le PP plus Ciudadanos, ça faisait 41 sièges, donc juste la majorité absolue. Et ensuite, on avait Unidas Podemos qui était à 2 députés, mais c'est une région qui est très difficile pour la gauche. Donc déjà que le PSOE soit en tête, PSOE ayant profité, ça date des élections de 2019, donc il avait profité de la victoire de Sanchez aux élections générales un mois avant, etc. Enfin, il y avait un contexte très particulier qu'on n'a pas retrouvé dimanche 13 février. Et puis ensuite, Vox avait 1 siège, l'extrême droite, donc vraiment une présence très très résiduelle. Et ensuite, il y avait 1 siège pour Ávila, justement, dont on a parlé, et 1 siège pour l'UPL, qui est un parti qui revendique
justement de créer une communauté autonome autour du pays de Léon, donc les provinces de Léon, Salamanque et Zamora. Donc c'est l'ouest de la communauté autonome, ça touche le Portugal. Enfin voilà, on est sous les Asturies et à côté du Portugal. Et ça, c'était la composition de l'Assemblée. Et il y avait une députée de Ciudadanos qui avait quitté le parti, ce qui faisait que le gouvernement manquait une voix pour disposer de la majorité absolue au sein du Parlement, à condition que tout le monde vote contre lui, évidemment. Sinon, il pouvait gouverner en minorité. Donc voilà à peu près où on en était, et Manueco a inventé cette histoire de motion de censure qu'il a sortie de nulle part, qu'il a réutilisée dans la campagne, et ça, c'était un peu lunaire, parce que finalement, il reprochait à Igea et à Ciudadanos de l'avoir contraint de déclencher ces élections, alors qu'évidemment, ces élections cette motion de censure n'existait pas. La réalité, c'est que cette élection, elle a été déclenchée en concertation entre Manueco et Pablo Casado, le président du Parti populaire à Madrid, qui, bien évidemment, en fait, on en reparlera tout à l'heure, mais comme il y a une guerre interne d'autorité au Parti populaire, Pablo Casado s'est dit Isabel Díaz Ayuso, la présidente de la région de Madrid, a une autorité naturelle dans le parti grâce à sa grande victoire aux élections de mai 2021. Et ben, on va refaire une élection dans un fief du parti, on va se faire une autre grande victoire, on va même aller chercher la majorité absolue au Parlement qu'on n'a plus depuis 2015. Et comme ça, eh ben, en gros, la victoire d'Ayuso ne sera plus la victoire d'Ayuso, mais une victoire de plus parmi les victoires du PP qui l'amènerait hypothétiquement en novembre 2023 à gagner les élections législatives et amener Pablo Casado au palais de la Moncloa. Ça, c'était l'idée. On verra que les résultats n'ont pas vraiment donné raison à Casado et à Manueco. Les enjeux régionaux du scrutin, c'est un peu particulier. Cette élection, c'était une première, dans un sens où sur les 17 communautés autonomes espagnoles, il y en a 13 qui font partie de ce qu'on appelle le régime commun, c'est-à-dire qu'en fait, leur parlement est élu le même jour que les élections municipales. Il y en a 4 qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est l'Andalousie, la Catalogne, la Galice et le Pays basque. La particularité commune de ces 4 régions, c'est qu'elles ont une identité culturelle très forte et très propre. Elles ont un système politique qui est presque propre en réalité, avec une tendance un peu, on va dire, nationaliste territoriale assez affirmée. Et si elles ont fait leurs élections avant 1983, si elles ne sont pas dans le régime commun, c'est que leur statut d'autonomie sont parmi les plus anciens, sont les 4 plus anciens qui ont été adoptés à la suite du franquisme. La Castille et Léon, comme je te l'ai dit, c'est une invention politique, institutionnelle, ce qui fait que c'est une région où il y a très peu de sentiments communautaires. Il y a un sondage de El País qui montrait que 35% des Castillans et Léonnais par exemple, disent que si demain il y a un État unique sans communauté autonome, c'est pas un problème pour eux. Et c'est le plus. Après, alors, tu en as qui sont pour une Castille et Léon pareille, une pour plus d'autonomie, une pour moins d'autonomie. Mais le premier groupe dans le sondage, c'est ceux qui disent, plus d'un tiers de la population, finalement, cette communauté autonome, elle n'est pas importante pour nous. Donc, il n'y a pas un sentiment d'appartenance. Et c'est la première fois que, donc, aller aux élections sans se rattacher aux élections municipales, une communauté autonome sans identité propre. Ce qui est un pari qui a été perdu, on va le dire tout de suite, parce que du coup, les 2 grands partis, le PP et le PSOE, avaient tendance à profiter de leur implantation municipale très forte, puisqu'ils présentent des listes dans quasiment toutes les communes, pour profiter de ce qu'on va appeler le double vote, c'est-à-dire que les électeurs votaient PP ou PSOE au municipal, et puis comme il y avait le bulletin de vote pour les régionales à côté, et en fait, ils prenaient le même bulletin de vote, ils votaient, et puis ça faisait ces voix-là. Donc, ça mobilisait automatiquement l'électorat, parce que les municipales sont très mobilisatrices en Espagne, les gens sont attachés à leur commune. Donc, pas d'enjeux régionaux particuliers, à part un dont on a discuté lors de notre dernier entretien, qui est l'exode rural, puisque en fait, la Castille et Léon, c'est après les Asturies, mais les Asturies ne comptent qu'une seule province, là où la Castille et Léon en compte 9, c'est la région qui se dépeuple le plus en Espagne. Entre 2011 et aujourd'hui, c'est presque 160 000 habitants de moins. Donc on est vraiment, à chaque fois que je dis ce chiffre et que je le lis, ça me sidère. Mais voilà, si même on remonte aux années 50, on est à 2 fois moins de population qu'il y a 70 ans. C'est absolument considérable. C'est une région qui se vide, en fait, littéralement, et qui se vide notamment de sa jeunesse, parce que la désindustrialisation, le manque de services publics
conduit à cette dépopulation, à ce dépeuplement. Et il y avait donc évidemment dans cette élection, sur les 9 provinces, chaque province compte vaut une circonscription avec plusieurs sièges à pourvoir. Dans 5 des 9 provinces, il y avait des listes dites de l'Espagne vidée, donc qui revendiquaient un positionnement ni droite ni gauche, mais vraiment pour ou contre, contre l'exode rural avec un projet particulier, etc., machin, qui voulait reproduire, et ça on en avait parlé aussi, le succès du groupement d'électeurs Teruel existe, qui aux élections générales, donc aux élections législatives de novembre 2019, avait fait élire un député et 2 sénateurs dans la petite province aragonaise de Teruel. Teruel, il faut savoir que ça touche le nord-est de la Castille et Léon, donc il y avait aussi un peu une envie de construire, et c'est vraiment dans cette région que ça pouvait se faire. Il y a eu un autre sujet, et j'en terminerai par là, alors qui a été lancé par la droite, pour le coup, le ministre de la Consommation du gouvernement de Pedro Sanchez, qui s'appelle Alberto Garzón, qui est d'Unidas Podemos, et plus précisément encore de Izquierda Unida, donc la fédération qui gravite autour du Parti communiste. Alberto Garzón a fait une interview fin décembre, début janvier, où il se montrait assez critique des exploitations d'élevage intensif, où il disait notamment que l'élevage intensif produisait de la viande de mauvaise qualité, etc. Sauf que le secteur primaire, le secteur agricole, c'est 10% du PIB de la Castille et Léon. Donc la droite, le PP et Vox sont sortis en trombe sur le sujet, demandant la révocation d'Alberto Garzón, qu'il quitte le gouvernement, dénonçant un gouvernement écolo, bobo, urbain, totalement déconnecté des réalités du monde rural. Alors comment dire, c'est-à-dire que le PP a essayé d'en faire son cheval de bataille. Et au bout de 3-4 semaines, ça tournait dans le vide. On a quand même des images de Pablo Casado faisant des meetings, des réunions, des conférences de presse dans des étables avec des vaches et des moutons derrière. Alors une fois, pourquoi pas, mais et surtout à un moment, il se retrouve, et celle-là me fait rire parce qu'il se retrouve dans une exploitation extensive, et donc la presse lui demande pourquoi vous ne faites pas votre conférence de presse dans une exploitation intensive, puisque vous dénoncez les propos du ministre. Et il répond, je ne la fais pas parce qu'en fait, il n'y a pas d'exploitation intensive ici. Et là, on se retrouve, c'est vraiment il y avait les raffarinades, il y a les cassadinades. On est vraiment, il a une capacité à sortir des phrases de ce type. Mais au-delà de l'anecdote sur la sortie de Casado, il y a une tentative de se réapproprier le monde rural de la part du PP, parce que c'est une région très rurale et parce que Vox est extrêmement puissant dans le monde rural, et notamment au Castille et Léon, puisqu'il y a un sentiment de délaissement et d'abandon lié au dépeuplement sur lequel Vox et l'extrême droite, de manière générale, on le sait, arrivent souvent à prospérer. Merci pour ta réponse riche d'enseignements. Alors, sans plus tarder, justement, mettons fin au suspense. Parlons des résultats. Tu parlais du PP, de Vox, la Castille et Léon comme fief historique du Parti populaire, de la droite. Alors, va-t-elle rester un fief du PP? Et parle-nous plus en détail des faits marquants. Déjà, le niveau de participation, et ensuite les résultats de Vox, qui, semble-t-il, a quand même, passe-moi l'expression, cartonné. Et C'est puis ça. des principaux partis, PP, PSOE et Podemos, Unidas Podemos. Tout à fait. Alors d'abord, on a un taux de participation qui, contrairement à ce qui était craint, ne s'est pas forcément effondré, puisqu'il a reculé de 2 points par rapport aux élections précédentes, alors qu'on était découplé des municipales. Donc, alors ça fait 63% des inscrits, donc le taux de participation n'est pas gigantesque, mais il n'y a pas un effondrement massif non plus, et donc il y a quand même eu de la part de l'électorat le sentiment que ce n'était pas des élections inutiles ou des élections pour rien. Les sondages avaient annoncé au début de la campagne un parti populaire très fort, capable d'envisager soit une majorité absolue, soit une majorité, on va dire, ce que je vais appeler relative forte, c'est-à-dire plus que tous les autres partis, sauf Vox, en fait. L'idée, c'était de faire comme Isabel Díaz Ayuso à Madrid, c'est-à-dire avoir plus de députés que toute l'opposition, hormis l'extrême droite, ce qui permettait de dire de ne pas trop dépendre de l'extrême droite. Ça a raté, très clairement. Alors, moi, je fais la distinction entre ce qui est une victoire et ce qui est un succès. Pourquoi ? Parce que le Parti populaire a gagné, il a remporté la victoire, il est arrivé en tête avec un peu plus de 31% des voix.
ce qui, dans un fief historique, par contre, n'est pas un succès. Il a gagné 31 députés, il en avait 29 dans l'Assemblée sortante, il n'en gagne donc que 2, ce qui veut dire qu'il ne conquiert absolument pas l'électorat de Ciudadanos, comme Isabel Díaz Ayuso l'avait fait à Madrid. Voilà, il n'y a pas de succès dans cette élection. Le PP est en tête, donc depuis dimanche soir, les éléments de langage de la direction nationale et régionale, c'est le seul vrai bulletin électoral gagnant, c'est le PP, puisque depuis les dernières élections législatives, on a gagné en Galice, on a gagné à Madrid, on a gagné en Castille et Léon, on n'a pas gagné au Pays Basque et en Catalogne, mais on n'y a jamais gagné, donc peu importe. Donc voilà, ça c'est l'argument. Mais la réalité, c'est que le Parti populaire a perdu 55 000 voix avec le recul de la participation et se retrouve extrêmement minoritaire dans ce Parlement qui est très fragmenté. Le PSOE arrive deuxième, donc il ne réédite pas son objectif. En fait, l'objectif du PSOE n'était pas vraiment de gagner. Les derniers sondages pouvaient peut-être lui laisser espérer une probabilité en jouant avec les partis localistes, etc., de peut-être gouverner, mais sans y croire vraiment. L'objectif, c'était d'arriver en tête, comme en 2019, pour essayer de montrer que voilà, il y avait une vraie volonté de changement de la part de la population. Donc, ça ne se produit pas. Le parti perd 116 000 voix. Alors, il y a une particularité, c'est qu'il a 1,5 point de retard sur le PP, ce qui est très très peu, encore une fois, dans le cadre d'un fief, mais il perd 7 députés sur les 35 qu'il avait. Il n'en a plus que 28, parce que je ne rentre pas trop dans les détails, mais le mode de scrutin se fait par province, et le PSOE était notamment très fort dans certaines provinces où il a été vraiment concurrencé par les petits partis locaux. Le principal qui a remporté un succès phénoménal, c'est... Alors, en français, ça se dit Soria maintenant. Soria, c'est la province de Soria. C'est la province la moins peuplée d'Espagne. Et c'est celle qui s'est le plus dépeuplée ces dernières années. C'est un fief socialiste. La ville est un fief socialiste depuis 2007, je crois, avec un maire qui est de majorité absolue, conseil municipal, etc. Et donc, il y avait depuis 20 ans, il y avait un groupe de citoyens qui s'appelle Soria maintenant, qui défendait les investissements publics, qui luttait contre le dépeuplement. Et là, ils se sont présentés aux élections, ils ont fait 42% des voix. Dans la circonscription, ils ont gagné 3 sièges sur 5 et le PSOE en avait 3 sur 5, donc ils se retrouvent à un seul. Donc tu vois, déjà sur les 7, tu en as déjà 2 qui sont perdus ici. Dans la province de Léon, pareil, ils en ont perdu 2 au profit de l'UPL, donc le parti autonomiste léonnais. Donc voilà, le PSOE en fait n'a pas trop attaqué les partis localistes parce qu'il s'est dit qu'il s'appuierait dessus pour gouverner, là où le PP les a clairement mis en cause en disant que c'était simplement le PSOE qui avançait masqué, c'était la gauche avec un autre visage et que voter pour eux, ce serait comme voter socialiste. Le PSOE n'a pas voulu le faire et il a reconnu aujourd'hui que, en dépit des actes réels du gouvernement de Sanchez pour déclencher de l'investissement public à Soria ou à Léon, la réalité c'est qu'il y a une perception propre des habitants qui fait qu'ils n'ont pas l'impression que l'État agisse pour eux. Donc, le secrétaire général du PSOE local, Luis Tudanca, avait évoqué pendant la soirée peut-être une certaine démission. Alors, il était extrêmement ému en parlant. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un recul aussi important. 20% des sièges en moins, c'est quand même pas rien. Il est finalement revenu sur cette décision. Il a reçu le soutien unanime de sa direction et il continuera à mener le combat contre le PP. Est-ce qu'il sera candidat aux élections qui auront lieu maintenant dans 4 ans, donc en février 2026, l'avenir nous le dira. Vox, ensuite, effectivement, tu le disais tout à l'heure, a cartonné. Donc là, il n'y a pas de victoire, mais pour le coup, il y a un succès. Vox remporte 17% des suffrages exprimés, c'est-à-dire que Vox, aujourd'hui, fait plus de la moitié du PSOE ou du PP. Et ça, c'est un score dans une élection, on va dire, normale. Voilà, c'est un score vraiment, effectivement, canon. Il faut pas se voiler la face. Vox fait élire 13 députés, soit 12 de plus qu'aux élections précédentes. Et ce qui est, entre guillemets, rigolo, le mot n'est pas juste, c'est que le Ciudadanos avait 12 députés dans le Parlement sortant, il n'en a plus qu'un. Donc en fait, Vox a remplacé Ciudadanos en termes de force parlementaire. Et c'est un vrai problème pour le PP, parce qu'en fait, le PP s'est débarrassé de Ciudadanos, qui était un parti libéral, centriste, modéré, alors certes assez à cheval sur les questions d'éthique, de morale et de corruption, mais avec qui c'était assez facile de s'entendre, et en plus qui est nationalement très affaibli. Aujourd'hui, Ciudadanos, donc c'était plus facile d'aller voir avec eux, et aujourd'hui, le PP se retrouve face à Vox, qui est un parti dont l'objectif est de bouffer le Parti populaire. C'est ça, en fait, le vrai but de Vox, c'est de devenir le parti hégémonique de droite, et en plus, qui est en pleine dynamique. Donc, négocier avec eux sera beaucoup plus compliqué que ça ne l'était de négocier avec Ciudadanos dans l'Assemblée sortante. Ensuite, Unidas Podemos a perdu un de ses 2 députés, donc il n'en a plus qu'un seul.
Ciudadanos n'en a plus qu'un seul non plus. Alors, Unidas Podemos, il faut savoir une chose, c'est que la ministre du Travail, Yolanda Díaz, qui est la chef de file nationale de la coalition, ne s'est pas vraiment engagée dans la campagne. Alors d'abord pour des raisons d'agenda, parce qu'elle avait quand même fait voter une réforme du droit du travail et la hausse du SMIC, donc il y avait quand même un peu de travail à Madrid. Et ensuite parce qu'on en avait parlé également, hein, elle cherche à construire une plateforme politique qui dépasserait simplement Unidas Podemos, dont les sigles sont un peu cramés aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'elle n'a pas encore eu le temps de la construire et que donc elle ne voulait, je pense, pas trop se sentir contrainte par ce résultat. Elle a fait un meeting avec Pablo Fernandez, le chef de file d'Unidas Podemos régional, mais sans plus. Et ensuite, on se retrouve avec donc Ciudadanos un seul. Donc là, pareil, c'est une débandade absolue. Et Ciudadanos, c'est vraiment, enfin, c'est une agonie. Aujourd'hui, on est un parti qui est à l'agonie et ça en devient presque malaisant au bout d'un moment de voir ce parti qui fait ses campagnes avec l'énergie du désespoir, qui revendique un positionnement centriste, libéral, éthique, moral, etc. Et qui s'effondre dans une région où les scandales de corruption touchant le Parti populaire sont nombreux. La réalité aussi, c'est que Ciudadanos vit un moment électoral très compliqué, comme je le dis, mais en plus, en fait, quand les élections de 2019 ont eu lieu, la tête de liste de Ciudadanos, Paco Igea, disait « Je viens mettre fin au régime du Parti populaire ». Et il se trouve que si tu additionnais en 2019 le PSOE et Ciudadanos, ça faisait 47 députés sur 80, donc une majorité très large. Et à Madrid, le président de Ciudadanos d'alors, Albert Rivera, avait dit aucune alliance avec le PSOE de Sanchez. Donc Ciudadanos, en dépit de sa grande déclaration, est allé faire alliance avec le Parti populaire, a obtenu quelques avancées, mais pas significatives, et donc l'électorat s'est détourné de ce parti, dont le vote a été, proprement parlé, inutile pour mettre un terme à des années de corruption, de gabegie d'argent public, parce que voilà, il y a quand même ça à prendre en compte. Et ensuite, parti localiste, donc l'Union du peuple léonais, l'UPL, le parti autonomiste, 3 députés, meilleur résultat depuis 1999, avec un record en voix. Soria maintenant, même chose, donc première présentation électorale et un succès phénoménal. Et puis pour Avila, qui a gardé son siège, sauf que pour Avila, c'est intéressant parce qu'il gagne 4000 voix alors que la participation baisse. Donc il y a vraiment eu aussi une percée des partis locaux dans des régions qui ont des revendications qui ne sont pas, on va dire, linguistiques. C'est pas la gauche républicaine de Catalogne, c'est pas Bildu, le parti nationaliste basque. Donc il y a quand même aussi, on en discutait la dernière fois, mais quelque chose, une forme, pas une désagrégation, le mot est pas le bon, mais une revendication de spécificités locales qui sont liées à la société, à la vie sociale locale et pas uniquement à une identité, à une histoire culturelle particulière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur 80 députés, tu as 7 députés qui représentent les intérêts de leur propre province uniquement. Ce qui n'est pas rien dans une région avec une identité assez peu affirmée. Donc voilà, en gros, les résultats assez résumés. Une victoire, mais pas un succès pour le Parti populaire, et surtout un succès pour Vox. J'ajouterais pour le PSOE, parce que j'ai oublié de le dire, le parti est déçu, bien sûr, mais considérant les résultats du Parti populaire et ayant franchi 30% des voix, la direction nationale a dit globalement, c'est pas si mal que ça et on n'aurait sans doute pas vraiment pu faire mieux de toute façon. Donc prenons ça et surtout voyons comment ce résultat affaiblit clairement Pablo Casado aujourd'hui. Alors est-ce que maintenant ça va rester un fief du PP? Mañueco est en tête. Il n'y a pas de majorité alternative, voilà. Vox a dit, on a gagné, avec ce résultat, on a le droit et le devoir d'entrer au gouvernement, ce que le PP ne veut pas. Le PP ne veut pas partager le pouvoir avec Vox parce que ça donnerait l'image qu'il ne peut pas accéder au pouvoir sans Vox au niveau national et que donc Vox est un vote utile qui peut piquer des électeurs au Parti populaire. Donc Casado n'en veut surtout pas. Et Sanchez a eu une réaction stratégique assez intelligente. Il a dit, le PSOE pourrait s'abstenir dans le cadre d'un vote de confiance pour que Vox n'entre pas au gouvernement, mais à plusieurs conditions. La première, c'est que le PP le demande. On n'est pas là pour offrir un gouvernement au PP, on est là pour avoir un dialogue. Deuxièmement, que le PP explique pourquoi il ne veut pas que Vox entre au gouvernement. S'il ne veut pas partager le gouvernement, il faut expliquer pourquoi. Il faut revendiquer clairement que Vox est un parti d'extrême droite, homophobe, machiste, anti-autonomiste, anti-européen, etc. Et troisièmement,
Si Vox ne doit pas entrer au gouvernement de Castille et Léon, alors il faut être cohérent et rompre avec Vox partout où il y a des coalitions avec Vox. Évidemment, le PP ne saisira pas cette perche tendue, mais ça permet à Sanchez de simplement remettre le PP face à ses propres responsabilités vis-à-vis de l'extrême droite. Et d'ailleurs, Luis Tudanca dans la région a dit la même chose en disant il y a un certain nombre de grandes villes où le PSOE a gagné, mais où c'est le PP qui gouverne grâce à Vox, qu'il rompe avec Vox, qu'il nous laisse gouverner, et puis on verra. Et fonctionnement, c'est la posture un peu qui est prise aujourd'hui. Mais on a en tout cas un parti populaire. Ça fait 3 élections de suite maintenant que le PP recule dans cette région et n'a plus de majorité absolue. Donc clairement, la région reste de droite, mais ce n'est plus la région du PP comme on a pu le connaître dans les années 90 et 2000. Merci Antoine pour cette analyse détaillée. Alors, élargissons la focale. Tu en as déjà un peu parlé en évoquant comment dire, je dirais la question stratégique de Sanchez adressée au PP et qui quand même plutôt stratégiquement parlant intelligente, parce que il coince un petit peu le PP par rapport à Vox. Donc, alors, quelle lecture nationale peut-on faire du scrutin régional? Donc, question en 3 temps. Donc, quelle lecture nationale faire du scrutin de Castille et Léon? Parler de la coalition gouvernementale, il y a eu notamment, tu l'évoquais tout à l'heure, le vote de la loi travail, enfin la réforme du code du travail, du droit du travail, et aussi parler des dissensions internes au PP. Alors, d'abord, une lecture nationale, on peut dire qu'on assiste un peu à la naissance d'un espèce de tripartisme imparfait. L'Espagne fonctionne sur la base d'un bipartisme. D'abord, on est sur un bipartisme aujourd'hui qui cumule à peu près en Castille et Léon 60% des voix. Au niveau national, on est plus autour de 50%, mais donc on voit bien que le bipartisme ne s'est pas relevé, toujours pas, de la crise économique de 2008 qui a généré une crise politique et une crise de confiance dans les institutions. 2008, le bipartisme au niveau national, je le redis souvent, c'est 85% des voix. Entre Zapatero et Rajoy à l'époque. Aujourd'hui, on est vraiment en dessous de ça. Le PP tente de faire une lecture nationale du scrutin en disant que le gouvernement a perdu les élections, etc. Mais bon, la réalité, c'est que le PP fait 31%, le gouvernement, si on additionne Unidas Podemos et le PSOE, on est à 35%. Il n'y a pas vraiment de lecture nationale réelle en fait à faire de ce résultat au sens strict. Le PP a gagné dans une région qu'il gouverne depuis 35 ans. Il n'a pas remporté le succès parce que Vox est en dynamique. C'est globalement ce qu'on voit dans les sondages nationaux. Et le PSOE n'est pas très loin derrière, avec Unidas Podemos qui a du mal à élargir son électorat, j'ai envie de te dire, et Ciudadanos qui a quasiment disparu. Les pourcentages ne sont pas les mêmes, mais par rapport aux sondages nationaux, on est globalement aujourd'hui sur la Castillonne est un reflet de la société nationale. Je vais tout de suite parler des dissensions internes au PP. Alors, je vais donner la date parce que ça peut bouger très vite. On est donc le 17 février. Et là, pendant qu'on parle, en fait, aujourd'hui, depuis hier soir, il y a une crise qui a explosé au sein du Parti populaire. Moi qui suis la vie politique espagnole depuis 20 ans et qui ai beaucoup lu sur son histoire depuis la transition, je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose d'aussi énorme. En fait, depuis hier soir, 2 journaux de droite, El Confidencial et El Mundo, ont révélé que un haut responsable de la mairie de Madrid, mais en fait c'est un haut responsable mais qui appartient au PP, aurait approché une agence de détectives privés pour enquêter sur la famille d'Isabel Díaz Ayuso, plus précisément sur son frère, parce qu'il appartient à une entreprise qui est qui est titulaire d'un contrat de fourniture de masques à la région. Alors, ça paraît un peu fumeux comme ça, mais quand ce contrat a été passé, il y a évidemment eu des soupçons de trafic d'influence et de favoritisme, puisque le frère d'Isabel Díaz Ayuso est cadre dirigeant de l'entreprise et le patron de cette entreprise est un ami intime d'Isabel Díaz Ayuso. Donc, et ça a été passé sans appel d'offres à l'époque de la pandémie, etc. Donc il y a eu ce sujet-là. Le PP a reconnu que depuis le mois d'octobre, il mène une enquête interne. Il a auditionné Isabel Díaz Ayuso notamment pour vérifier qu'il n'y a pas d'éléments au nom d'une certaine exemplarité. Alors, un peu rigolo venant du PP qui a été condamné pour corruption et qui va encore passer en jugement. Il y a une vingtaine de jugements d'ici 2025, enfin, ça va être assez énorme, mais voilà. L'enquête interne est menée notamment par le secrétaire général du parti, Théo Garcia Herrera,
avec qui Isabelle Díaz Ayuso, il se déteste même pas cordialement. Je te l'avais raconté cette anecdote, mais elle avait bloqué son numéro de téléphone. Il ne recevait même plus ses WhatsApp. Un peu sur ça. Sauf que là, on est sur autre chose. C'est-à-dire qu'il y a presque quelque part une tentative d'espionnage. Et ça a été évidemment, pour Isabelle Díaz Ayuso, elle l'a extrêmement mal vécu, c'est normal. Et donc aujourd'hui, 17 février, elle a fait une conférence de presse depuis la présidence de la région de Madrid, où elle a affirmé publiquement que la direction nationale du parti a agi avec cruauté contre elle. Donc elle accuse Pablo Casado, nommément, d'avoir ourdi un complot contre elle. Littéralement, tout simplement parce qu'elle veut être présidente du parti à Madrid, parce qu'il y a une fédération du PP à Madrid qui n'a plus de présidence, et donc elle veut prendre cette présidence, et Casado ne veut pas lui donner ce pouvoir, parce qu'il a peur qu'en cas de défaite aux prochaines élections législatives, il se retrouve face à une Díaz Ayuso extrêmement populaire, armée du contrôle de la fédération la plus riche avec un très grand nombre de militants, et qu'elle fomente en fait un putsch interne, tout simplement. Enfin, voilà, qu'il n'y ait pas de sujet qu'on se cache pas. Et donc là, alors qu'on parlait, le secrétaire général, Théo Garcia Herrera, annonce qu'il ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'Isabelle Díaz Ayuso pour déloyauté, etc. Clairement, à mon sens, on verra si l'avenir me donne raison, mais on a atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une bataille qui était certes sur la voie publique, mais il y avait toujours possibilité de trouver une sortie négociée. Il y avait un combat politique avec des arrière-pensées personnelles, mais Ayuso et Casado revendiquaient toujours qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient amis, qu'ils avaient milité ensemble aux Nouvelles Générations, qui est le mouvement de jeunesse du PP. Là, c'est terminé. Là, on a clairement une rupture personnelle et politique majeure entre le chef de l'opposition, le président du parti, et la présidente de la plus grosse région gérée par le PP. Donc vraiment, c'est une guerre. C'est ce que moi, on est passé de la guerre de tranchées au duel à mort. Il y a un moment, on ne peut pas s'en sortir avec les deux qui restent dans leur position. À mon sens, mais encore une fois, on verra ce que l'avenir nous réserve. Je ne fais pas de prédiction, mais à mon sens, l'un des deux devra partir. L'un des deux devra partir. Et c'est pas inintéressant que ça sorte maintenant, c'est-à-dire qu'on est moins d'une semaine après les élections en Castille et Léon, et donc ça prouve bien quand même que la direction nationale est très affaiblie, pour que au moment où la direction nationale est affaiblie, qu'au lendemain du scrutin, donc le lundi 14 février, Isabelle Díaz Ayuso avait arrêté de demander le congrès régional à Madrid. Elle avait dit tant que les élections en Castille et Léon n'ont pas eu lieu, unité interne, pas de faille entre nous, pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre tous les cadres du PP, faut faire gagner Mañueco. Au lendemain de l'élection, elle dit bon bah voilà, l'élection est passée, maintenant moi je veux mon congrès. C'est-à-dire moins de 24 heures après, elle était déjà repartie. Et là, on recommence. Et là, maintenant, le parti est en train de s'auto-détruire avec cette affaire-là. Alors, c'est pas la première affaire d'espionnage illégal au sein du PP. Il y en avait eu une il y a presque 15 ans, en 2009, au sein du PP régional de Madrid. Mais l'affaire était passée en justice, mais les principaux responsables politiques n'étaient pas allés au tribunal. Et en plus, on va dire que la personne impliquée, c'était le numéro 2 d'Esperanza Aguirre, la présidente de la région à l'époque, mais il espionnait ses propres opposants à lui, qui étaient en fait des cadres intermédiaires du parti et qui ne pesaient pas en fait très lourd dans la balance. Là, on est vraiment... pour ceux qui connaissent un peu la vie politique espagnole, c'est comme si, à la grande époque du PSOE, où le PSOE était dans l'opposition mais gouvernait la région d'Andalousie, c'est comme si la direction nationale, c'est comme si Felipe González ou comme si José Luis Zapatero avait voulu espionner Manuel Chavez en Andalousie. C'est quelque chose d'absolument énorme, avec en plus derrière, on se retrouve où ce serait donc un haut responsable du PP de la ville de Madrid, proche du maire de Madrid, et de Pablo Casado, qui aurait contacté un cadre du bailleur social de Madrid pour que sur les fonds du bailleur social, il achète une entreprise de détective privé. Enfin, c'est Dallas en fait. C'est Dallas sur le Manzanares, quoi. Il y a pas de sujet. Et c'est dingue. Et en plus, l'histoire fait que le patron de l'entreprise de détective privé en parle à l'ancien ministre de la Justice de Rajoy, qui en parle à Ayuso, qui elle-même en parle à un autre ex-ministre de la Justice, qui en parle à Casado, parce qu'ils se parlent presque plus.
Ben voilà, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur le pire qui peut arriver au sein d'un parti politique. Vraiment, je te dis, je ne vois pas comment demain, cette guerre interne peut se terminer en mode bah, serrons-nous la pince et c'est terminé. Ayuso, en plus, a beaucoup souffert, c'est pas le bon mot, mais elle a toujours très mal pris qu'on s'attaque à sa famille. Or, voilà, son frère est pris là-dedans. Il y avait une histoire avec une entreprise de son père qui avait été aidée par la région dans des conditions très opaques. Enfin voilà, il y a toujours aussi autour du PP cette espèce de nuages un peu de brouillard, de corruption, d'abus d'argent public. Enfin, tu vois comment ils ont essayé de financer avec je te dis là, en passant par l'Office public de l'habitat, etc. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et là la situation est extrêmement tendue et il va falloir la suivre dans les heures et dans les jours à venir. Enfin, pour terminer sur la coalition gouvernementale, donc effectivement, le gouvernement a réussi à faire voter une semaine un peu avant les élections en Castille et Léon la réforme du droit du travail. Alors, la réforme n'est pas aussi ambitieuse que ce qui était souhaité, puisque l'objectif c'était d'annuler toute la réforme du droit du travail faite par Mariano Rajoy en 2012 et on en est très loin. Mais on a quand même voilà le retour de la prévalence des conventions collectives dans le domaine salarial, une simplification, une meilleure prise en compte des droits des sous-traitants, une diminution, comment dire, le contrat à durée indéterminée redevient la norme, il y a une sanction financière de surcotisation auprès de la Sécu pour les CDD très courts. Voilà, il y a une limite au renouvellement des CDD beaucoup plus fort. Donc, c'est quand même une amélioration des droits des travailleurs, mais elle ne va pas aussi loin que ce qui était voulu. Et alors, le vote de cette réforme a été un vaudeville, parce que ce qui s'est passé, c'est que les trois principaux partenaires du gouvernement au Parlement, c'est-à-dire la gauche républicaine de Catalogne, Bildu, qui sont les indépendantistes basques, et le PNV, le Parti nationaliste basque, ne voulaient pas voter ce texte. En fait, Sanchez avait dit, si j'ai un accord avec les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats, c'est le texte accordé avec le patronat et les syndicats qui va au Parlement et qui doit être voté sans qu'une virgule ne bouge. Parce qu'il ne voulait surtout pas perdre le patronat. En fait, le risque, c'était de perdre le patronat en réalité. Et les partis de gauche, donc Bildu et ERC, disaient bah, ça va pas assez loin, on veut réformer plus le texte, donc non. Et le Parti nationaliste basque, lui, demandait à ce que les conventions collectives signées au niveau régional prévalent sur celles signées au niveau de l'État. C'est le principe d'un parti nationaliste qui revendique un peu plus pour son territoire. Et c'était pas dans le texte, donc le gouvernement avait renoncé. Sauf que tout ce petit monde ensemble, ça fait 24 députés. Donc il fallait trouver 24 députés de substitution. Alors Sanchez a convaincu Ciudadanos. Ciudadanos avait dit nous, c'est du dialogue social, le contenu nous convient. Si ça ne bouge pas d'un iota, on vote. Et comme Sanchez ne voulait pas que ça bouge d'un iota, il avait fait voilà. Et après, il a commencé à aller chercher Mas País de Inigo Errejón, Teruel existe, dont on a parlé déjà, le P24, qui est donc la partie, on va dire, pragmatique des indépendantistes catalans de droite, etc. Et comme ça, il a commencé à chercher à tisser une majorité alternative, ce qui a créé des tensions en interne du gouvernement, parce que Podemos ne veut pas ça. Podemos veut qu'en fait, toujours, on se base sur ERC, Bildu, PNV, c'est ce qu'on appelle la majorité d'investiture et qui est une majorité qui penche en fait plutôt à gauche en réalité. Et donc Podemos se dit toujours quand j'ai ERC et Bildu qui sont dans la négociation, je peux faire aussi avancer mes propres pions. Donc là, Sanchez est allé tisser cette majorité et il lui manquait 2 voix. Et il est allé convaincre un petit parti de la Navarre, il y a des partis partout dans ce pays, c'est absolument impressionnant, qui s'appelle l'UPN, qui est en fait le parti de la droite autonomiste de la région de Navarre, la région de Pampelune. Et Sanchez signe un accord avec le patron de l'UPN, et en fait, il faut savoir que l'UPN, c'est donc le parti dominant en Navarre, mais qui est aujourd'hui dans l'opposition au niveau régional, puisque le Parti socialiste gouverne avec Podemos et Bildu notamment, et dans la région. Et l'UPN, en fait, est dans l'opposition depuis 2015, et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été dans l'opposition depuis aussi longtemps. Et c'est un parti qui se sent beaucoup mieux au pouvoir que dans l'opposition. Et l'idée du président du parti de signer avec Sanchez, c'était de commencer à retisser des liens avec les socialistes nationaux d'abord, puis dans sa communauté autonome ensuite. Et les 2 députés du parti n'ont pas respecté la consigne de vote. Ils ont voté contre le texte, tout en disant publiquement qu'ils voteraient pour en fait, évidemment, que Sanchez ne soit pas en train d'essayer. L'idée, c'était en fait de faire battre Sanchez au Parlement.
c'était de le faire battre à une voix près. Parce que, en gros, avec l'UPN qui votait contre, ça faisait 175 voix contre et 174 voix pour. Donc, à une voix près, le projet tombait. Et c'est le projet majeur de Sanchez. Ça déclenchait une crise politique et gouvernementale absolument terrible. Euh, au moment du résultat, on se retrouve avec 175 pour et 174 contre. Alors, il y a un moment de flottement assez magique. Au début, la présidente du Congrès annonce que le texte est rejeté, donc le Parti populaire exulte, saute de joie. Vox, pareil. Vox et le PP se tournent vers les deux députés navarrais en les félicitant. Le PP dit depuis qu'ils ne savaient pas du tout qu'ils allaient voter contre, mais c'est quand même un peu étonnant parce qu'ils font des grands sourires en mode ah c'est bon, on les a eus. Et finalement, la présidente dit non, le texte est adopté. Et ce qui s'est passé, c'est absolument délirant, c'est qu'il y a eu une erreur de vote. Et c'est un député du Parti populaire qui s'est trompé, qui a voté pour. Et en plus, c'est le bras droit du secrétaire général du parti qui a mal voté. Il votait de chez lui parce qu'il était malade. Il a mal voté. Il a essayé de faire changer son vote, sauf que la règle du Congrès, c'est qu'une fois qu'un vote est émis, on ne le change pas, qu'il soit électronique ou qu'il soit présentiel. Donc depuis, le PP a annoncé qu'il faisait un recours devant la Cour constitutionnelle parce que c'était une violation des droits de son député, etc. Mais bon, le gouvernement a célébré l'adoption du texte le soir et puis le lendemain on est passé à autre chose parce que c'est quand même pas l'adoption dont il rêvait. Il passe sur le coup d'une erreur de vote et en plus la majorité alternative que Sanchez aurait aimé. En fait, l'idée de Sanchez quelque part, c'était sur les grands textes sociaux avoir sa majorité de gauche avec Bildu, ERC, PNV et puis les petits partis. Et par contre, sur les textes un peu économiques, un peu libéraux économiquement, avoir UPN, P2K, tous ces partis plutôt de droite pour le coup. Et évidemment, là, ça ne peut pas fonctionner puisque P2K, enfin, l'UPN a explosé et cette majorité n'existe plus. Mais voilà, donc le texte a quand même été voté. En dépit de cette manière, ça reste quand même un succès puisque c'était vraiment l'un des grands objectifs de Sanchez, était surtout que ce texte soit approuvé par les partenaires sociaux, puisque la réforme de Rajoy en 2012 s'était faite contre les partenaires sociaux. Le patronat l'avait applaudi, mais ils ne l'avaient pas signé, et eux-mêmes d'ailleurs avaient reconnu que certaines modifications qui avaient été faites par Rajoy n'étaient en réalité absolument pas tenables. Donc il était temps de revenir sur cette réforme. Mais il y a certains sujets qui n'ont pas été abordés, notamment la prévalence totale des conventions collectives, notamment les indemnités en cas de licenciement, etc., qui aujourd'hui sont extrêmement faibles. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de choses à mener, et pour s'offrir une petite victoire un peu plus sympathique derrière, le gouvernement a augmenté le SMIC à 1 000 € par mois, 1 000 € bruts par mois. Alors, contre l'avis du patronat, mais comme la précédente augmentation était déjà contre l'avis du patronat, ils n'ont pas tenu compte de l'avis du patronat, ils ont juste signé avec les syndicats. Et donc voilà, donc le gouvernement a amené le SMIC à 1 000 €. Ça veut dire que depuis que Sanchez est au pouvoir, le SMIC a augmenté de 35% en Espagne depuis 2018. C'est le même niveau d'augmentation qu'entre 2008 et 2018. Donc il y a quand même aussi, voilà, il y a quand même ce sujet-là. Aujourd'hui, la coalition gouvernementale est quand même plutôt dans l'ensemble en forme. Alors là, il y a un sujet de tension, c'est que Podemos amène au débat parlementaire une réforme fiscale d'ampleur. Et en fait, le PSOE n'y est pas très favorable. Il avait donc créé une commission Théodule. Hein, tu connais l'expression du général de Gaulle. Quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Et donc la commission n'a pas rendu son rapport, et donc le PSOE dit non, on ne votera pas pour la réforme fiscale de Podemos, puisqu'on attend le rapport de cette fameuse commission du ministère des Finances. Mais dans l'ensemble, la coalition vit plutôt bien, elle est assez stable, il y a des tensions, parce que c'est pas dans la nature du gouvernement de l'État d'être dans un système de coalition. Mais mine de rien, aujourd'hui, elle fonctionne à peu près bien. Et les résultats des élections en Castille-Léon motivent clairement tout le monde à aller le plus loin possible dans la législature pour s'éloigner le plus possible de cette élection qui a mis Vox en dynamique. Et voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller le plus loin possible. Il y a encore de grandes lois qui doivent être votées. Mais cette coalition, en tout cas, a réussi à remettre en place un véritable agenda législatif, alors que le Parlement a été quasiment paralysé entre 2015 et 2020. Et là, il y a vraiment un grand nombre de lois qui sont votées, des lois d'importance. Et c'est quand même aussi ça à mettre au crédit du gouvernement de Pedro Sanchez. Un grand merci pour, comme d'habitude, tes précieuses et riches analyses. Écoute, je pense qu'on aura l'occasion de renouveler cet exercice d'ici peu.
le calendrier électoral. Il y a des régionales au printemps, non, je Alors, crois. il y a des régionales en Andalousie qui étaient attendues en juin ou en octobre, mais comme le président de la région, Juanma Moreno, est du Parti populaire, quand il a vu le résultat en Castille et Léon, s'il y avait eu un résultat canon de Mañueco et du PP, je pense il aurait peut-être dissous son Parlement dès lundi. Là, pour le coup, il va sans doute attendre la fin de son mandat, qui serait plutôt en décembre, pour essayer de ne pas polluer sa campagne par le succès de Vox, encore une fois. Donc, il y aura d'autres éléments. La guerre interne au PP ne va pas s'arrêter. Il y a un congrès du Parti populaire qui doit normalement arriver au cours de l'été, puisque Casado est président du PP depuis 4 ans. Donc on aura, je pense, à ce moment-là, l'occasion de nous en reparler. Très bien, merci beaucoup Antoine, Merci à et toi. à bientôt. À très bientôt, Alexandre. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.